Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je sais que vous avez choisi cette chaîne pour vous détendre, mais surtout pour vous informer, donc nous vous en remercions. Ces remerciements, évidemment, vont d'abord vers les chroniqueurs, que je vous remercie de féliciter à travers moi, surtout les petits nouveaux qui reviennent régulièrement, donc ce ne sont plus des petits nouveaux. Alors les deux stars de l'émission, vous le savez, c'est Frédéric. Star, c'est beaucoup dire, Eddy. J'attendais votre réaction. Et Claude. Non, on est là, revenu du carnaval, Oui, encore un peu carnaval, mais... Oui, vous en avez gardé les stigmates, à la fois dans la voix et dans le décorum, je vais appeler ça comme ça. Et les petits nouveaux. Alors, évidemment, Olivier. Oui, bonsoir Eddy, je suis le stagiaire. De passage une fois par mois. Avec une récurrence d'une fois par mois, c'est plus un stage, c'est un CDD. Le CDI, c'est pour très bientôt. Et José Anelka, qui est avec nous, qui était là la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi on l'a gardé, mais je pense que ça a un lien avec les sujets de ce soir. C'est bien. José, merci de votre fidélité à cette émission. Bonsoir, Eddy. Je sais que vous avez des fans dans tous les hypermarchés qui Bonsoir, vous attendent dès demain matin. Au rayon fruits et légumes. C'est punchline. Au miel. Ah Il y a des témoins. Arrêtez de l'agresser, mesdames. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. José a des enfants, vous savez. Hein, et bon, je m'arrêterai là. Ce soir, les sujets sont sérieux. Donc, on a décidé de commencer par un sujet totalement délirant. Carnaval. Après 4 jours de fête, la capitale peut souffler. À Fort-de-France, le Carnaval 2026 a rassemblé près de 245 000 participants, un événement populaire encadré par un dispositif de sécurité renforcé. Les 4 jours, nous avons accueilli 245 000 personnes, ce qui est considérable. Alors, bien entendu, c'est aussi dû aux consignes de sécurité qui ont été respectées par la population, dans sa grande majorité, puisqu'il avait été demandé à ces personnes de laisser à la maison non seulement les objets dangereux. On a eu très peu d'enfants, par exemple, perdus. Et d'une manière générale, on peut considérer que la population et les carnavaliers ont là aussi été réceptifs aux différents messages de prévention. Mais au-delà du volet sécuritaire, le carnaval a aussi tenu ses promesses sur le plan économique. Dans les rues du centre-ville, les commerçants affichent le sourire. Fréquentation en hausse, terrasses pleines, chiffre d'affaires boosté. La fête a clairement profité à l'économie locale. Le bilan est positif. On a une animation, on a un DJ, on a le bar. Les carnavaliers étaient au rendez-vous devant le restaurant. Tout s'est passé très très bien, dans une bonne ambiance, bon enfant. Donc du coup, on est content. Le carnaval est un événement intéressant. Nous, en fait, comme on fait pas mal d'investissements sur le carnaval, il faut sonoriser le restaurant, on met le DJ, il y a des extras, il y a de la sécurité. C'est surtout une question de visibilité. Un carnaval populaire, globalement maîtrisé et bénéfique pour l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on travaille sur la sécurité avec la police nationale. Quand on a des difficultés, un coup de téléphone, on a une intervention. On a les médiateurs qui sont au centre-ville. Donc c'est une belle dynamique qui rassure tout le monde. Aujourd'hui, animation pour les commerçants. Donc la ville, avec le développement économique, met en place des animations. On a vu pendant le carnaval, pendant Noël, des laribottes, des animations, des nocturnes. Donc les commerçants sont contents en ce sens. Mais par contre, la dynamique qu'on doit mettre en place aujourd'hui, c'est permettre que la journée, on puisse travailler aussi. Encourager les Martiniquais à revenir. Alors revenir pourquoi ? Parce qu'ils seront en sécurité. À Fort-de-France, la fête s'achève, mais l'élan, lui, continue. Bon, on ne va pas vous demander si vous avez fait le carnaval. 245 000. Bon, il y a des doublons, bien évidemment, mais en clair, il y a des gens qui disent que la population baisse. En tout cas, ce n'est pas la population carnavalière, je peux oser, carnavalière, qui baisse. Augmentation de la fréquentation, vous l'avez entendu. Mais est-ce que tout ça a des conséquences sur la sécurité ? Est-ce que ce carnaval est sécure, Olivier ? Vous qui étiez au milieu. Oui, il était très sécure. Et la ville de Fort-de-France dispose d'experts en matière de sécurité.
Et la ville de Fort-de-France, aujourd'hui, sait recevoir en toute sécurité donc, des centaines de milliers de personnes dans l'espace public. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus résumer le carnaval à un festival de sécurité. Je pense que ce qui est aussi important, c'est la créativité des acteurs. Et même si elle est spontanée, elle doit être stimulée, elle doit être encouragée. Et c'est ce que fait aussi la ville de Fort-de-France, avec la mission valorisation du carnaval. Vous êtes en train de vous déguiser en conseiller municipal, faut y aller, non, pas du tout. Non, il faut. Et c'est une mission qui a été créée par Serge Letchimy en 2001, lorsqu'il est arrivé donc au pouvoir à la mairie de Fort-de-France. Donc c'est quelque chose qui est très très important, qui est animé par aujourd'hui seulement 2 personnes. Hein, c'est Miguel René Corail et Madame Elisabeth Maxime, qui font un travail d'enfer, donc soutenu par un conseil municipal, Madame Chandé, tout le conseil municipal. Présidente du CERMAC. Du conseil d'exploitation du CERMAC, en effet, et aussi en charge donc, de la mission carnaval. Donc il y a un travail vraiment de fond qui est fait par la ville de Fort-de-France, qui peut encore mieux faire, notamment sur la régulation des chars. Donc sur le bruit, le niveau sonore des chars, sur la programmation musicale qui quelquefois n'a rien à voir avec la culture carnavalesque. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, on est plutôt dans le Baka Festival, donc avec des artistes comme Henken ou d'autres artistes, Maureen. Donc vous aimez? On est dans le prélude, la fin du Baka Festival. Ouais. Pour moi, ça doit être interrogé. Et puis aussi, ces gros chars-là, il y en a 2 gros, hein, donc c'est Énergie RCI et McDo Trace FM, qui gênent la déambulation des groupes, perturbent leur performance et perturbent aussi l'acoustique. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils sont lents, parce qu'ils s'arrêtent? Parce qu'ils sont lents, ils sont gros, quelquefois ils s'arrêtent aussi de façon prolongée devant des partenaires. Donc ça bloque la fluidité, ça ralentit la fluidité du défilé. Et c'est préjudiciable aux spectateurs et aux acteurs du carnaval. Il n'y a pas moyen de doubler? Parce que j'ai vu qu'il y avait des groupes qui doublaient. Quelquefois, mais il y a des fois où c'est pas possible. Il n'est pas possible de doubler. Quand vous êtes sur le boulevard Allègre, vous êtes derrière le char RCI ou le char Trace FM, et que vous n'avez pas pris la rue François Arago, ben vous êtes coincé. Vous êtes coincé là. Même pendant le carnaval, il y a des problèmes de circulation. Fantastique. Claude, il y a des choses qui vous ont énervé. Au-delà de la sécurité, je vous ai senti un petit peu tendu lors de ces journées auxquelles vous avez participé. Alors les gens, vous êtes une forcenée parce que à 4 h du matin, vous êtes debout. Tous les vidés en pyjama. Et en plus, vous faites des soirées. Oui, bien sûr. Donc, est-ce bien raisonnable? Vidé en pyjama à Fort-de-France avec mon groupe adoré, Tambour Bocanal. Qui était très bien, qui était formidable. Il faut être motivé, 4h moins le quart, se garer près d'RCI, descendre à pied, tout ça. Mais c'est génial, c'est formidable. Vous avez remarqué qu'on cite RCI à chaque fois. C'est formidable. C'est formidable. Et j'ai vraiment, c'est un grand moment. D'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau, on est arrivé, bon an, mal an, au niveau de l'ex-France Antilles. Et là, il y avait une centaine de motos qui attendaient le vidé. Et puis qui pétaradaient avec quelques bradjacks. Les motos bradjacks. sont autorisées dans le vidé? Enfin, dans le vidé. Elles sont arrivées, près de France Antilles, on est arrivé avec un groupe, on a rencontré un groupe de motos et qui ont commencé à pétarader, à faire un boucan pas possible, ce qui fait que le groupe a arrêté de jouer. Et il y a eu quelqu'un qui a eu une idée fantastique. Attention, enlevez les enfants devant l'écran. De chanter, et ce qui n'est pas très tambour d'ailleurs, mais tout le monde a entonné « Allez, qu'à leur maman ». Ouais. Et en chœur, allez, non. Vous n'êtes pas obligé de dire les paroles, on est d'accord? Ils ont arrêté, ils ont compris. Regardez l'état d'Olivier. Ils ont compris qu'il fallait arrêter et ils sont partis. Et c'est formidable. Et le groupe a recommencé à jouer. Donc il y a quelque chose qui se fait même. Le matin. Hein. Le matin, oui, à 6h30, 6h15. Donc voilà. Donc le carnaval. Alors moi j'adore, je le dis. Alors moi il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose que je veux dire. C'est au niveau, toutes ces familles qui descendent, qui viennent et qui doivent s'organiser en termes logistiques, avec les enfants en bas âge, etc. Et puis qui finalement arrivent, passent tous les barrages. Tous les barrages.
Et puis finalement, lorsqu'elles vont vers le Fort Saint-Louis, eh bien, elles attendent, je ne sais pas combien de temps, de voir un groupe passer, quelque chose se faire vers 16h, 16h30. Alors, il y a un vrai souci, tu parlais des chars, mais je pense que ce carnaval qui a son cœur vivant, sa manière d'être, sa liberté, etc., je pense quand même qu'il y a un minimum de discipline. C'est que c'est pas parce qu'il fait chaud. Quand il y a un enterrement à 15h, il y a tous les gens qui sont là qui font le cortège, ok? Donc, on va arrêter avec la J'aime bien chaleur. le parallèle entre l'enterrement et le carnaval. Oui, il est volontaire. On va arrêter avec la chaleur. Il faudrait que les groupes partent plus tôt, enfin que le carnaval démarre vraiment à 15h, voire même un peu Moi, j'ai plus vu tôt. des gens 15 heures. Très descendre tôt. Oui. des mornes, appelons Oui, ça comme ça, oui. vers 17h30. Hein. Oui, non, mais il y a ceux qui descendent, mais il y a ceux qui descendent à 14h. Et je peux vous dire que vers RCI, pardon de citer à nouveau, Ça fait il n'y a 4 plus fois. une seule place. Parce que José est là, en fait. Il n'y a plus une seule place à 15h. Mais il commence à quelle heure, ce carnaval? Ah bah, il commence vers 16h. Bon, alors on donc, appelle aux familles. Donc, et ça veut dire quoi par rapport aux chars? Pardon, j'en ai terminé. Par rapport aux chars, moi je pense que cette année, il faisait beau, c'était une atmosphère excellente. Eh bien, les chars qui ont des bandes lumineuses, eh bien, moi, je pense que les chars doivent partir un peu plus tard et doivent finir ce carnaval. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y a une population un peu différente, plus jeune, et qui aime ça, et qui se trémousse, et puis moi aussi, hein, moi, il y avait Morane Voyer, Moi, je vous ai vu, moi, je vous ai vu moi, vous j'adore. trémousser. Donc, il faut, voilà, et ça, c'est très important. Ils ont beau dire au micro, il y a Tambou qui arrive, il faut laisser passer Tambou, n'empêche qu'il faut qu'on arrive quelque part, etc. Donc, moi, je dis qu'il y a une police à faire, et puis il y a des groupes, enfin ce ne sont pas des groupes, il y a des gens qui viennent se pavaner sur, voilà, c'est aussi le carnaval, mais ils prennent du temps, ils sont là, tranquilles les chats. Donc il y a une rythmique un petit peu à avoir, donc il y aurait eu ces petites choses-là. Mais ça, Ce c'est pour serait l'année 20 sur prochaine, 20. ça va. Ce serait 20 sur 20. Bon, ça s'est quand même Mais sur les fortement chars, amélioré. oui. Parce oui. que vous étiez beaucoup plus sévère l'année dernière. Oui. José, vous qui êtes à l'origine de la pagaille dans le carnaval grâce aux multiples événements dans l'événement, avec les chars, etc. Vous en pensez quoi de cette nouvelle édition qui s'est soldée par une espèce de tranquillité toute bourgeoise, on va dire ça comme ça, et excellent résultat pour la ville de Fort-de-France? Merci de reconnaître qu'avec RCI, nous avons mis en place les prémices de vrai carnaval. Donc, merci. Parce qu'avant RCI, il n'y avait pas de carnaval. Merci. C'est ça que ça veut dire. Merci. La question était sur la sécurité du Ouais, carnaval c'est la à première l'origine. question. Effectivement, j'adhère complètement aux propos d'Olivier. J'ajouterais qu'il n'y a pas que la ville de Fort-de-France qui est responsable de la sécurité, il y a l'État. On a, comme à chaque fois qu'il y a un désordre sécuritaire en ville, on dit c'est pas nous, il n'y a qu'à voir l'État. Il faut reconnaître que là aussi, que pour le Absolument. carnaval, il y a l'État qui prête main forte dans l'organisation de la sécurité du carnaval. Et force est de constater que cette année, cela s'est très bien passé. Il y avait la communication en amont. Oui. On a vu le directeur des services de la ville de Fort-de-France venir dire qu'il va y avoir près de 11 points de contrôle à l'entrée de la ville. Et en fait, les gens sont venus avec moins d'armes et de cagoules, même si on a récupéré pas loin de milliers. Avec moins d'armes et moins de cagoules. Oui. Excellent. Quelqu'un qui nous écoute de l'étranger. Oui, pas loin de milliers de cagoules et je ne sais combien, quelle Alors, il y a une quantité petite d'armes. nouveauté. Oui. Il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a interdit de manière scrupuleuse l'abordage par la mer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui débarquaient par la mer avec justement Bien sûr, des avec outils tous ou les des outils. ustensiles. Oui, oui. Et ça, c'est pas mal. Et j'ai encore bien. vu, on a croisé quelques personnes en cagoule dans la ville, parce qu'il y a ceux qui vont déposer le matériel Avant. nuitamment ou le matin et qui peuvent passer tranquille. Mais il faut reconnaître que globalement, Oui. sécuritairement, c'était bien, on était tranquille en ville. Alors, le tranquille. carnaval de la Martinique a la spécificité d'être un carnaval désorganisé à comparer avec d'autres grands carnavals. pas tels que... désorganisé, il est- Non, je vais dire... Libre. Oui, quand je dis désorganisé... Allons le laisser, Ouais. allons le Quand laisser je- s'exprimer. Quand je dis désorganisé, entendez par là, pas organisé comme les carnavals où nous sommes dans des stades où on voit défiler les chars magnifiques et que Où on ne transpire bouge pas. Ici, les gens participent au carnaval. Néanmoins,
eu égard à la configuration de la ville et à la taille des boulevards, on pourrait très bien imaginer les chars sous une voie et les groupes à pied de l'autre côté. Il y a moyen de faire mieux pour rendre une meilleure visibilité à ceux qui descendent vivre le carnaval, puisque vous avez toute une partie de gens qui migrent vers la ville pour voir le carnaval et qui, chemin faisant, rentrent dans le carnaval. Ouais. Emboîtent un groupe par-ci, le lâchent plus loin, reprennent un groupe là. Quant aux chars, j'entends que les chars vous dérangent. Moi, oserais-je dire que je suis à l'origine des plus gros chars de Oui, le c'est carnaval. vrai, c'est vrai. Donc ça ne me dérange pas. Continuons. Parce que tu n'es pas derrière à un mètre près. Alors non, je tiens à préciser que ce ne sont pas les chars qui dérangent, c'est surtout la programmation musicale. Alors, attendez, les décibels. attendez, José, Oui, chacun de vous a eu son temps. J'attends. Il reste Frédéric. Frédéric, Qui va prendre tout son temps. Non, Frédéric, non. Ma question est sur le poids considérable à la fois en termes de ressources humaines et en termes financiers d'une seule ville. Parce que cette dimension populaire, elle touche d'autres villes. On a vu le Lorrain, par exemple, où il y a eu beaucoup de monde. Oui. On avait fait un petit arrêt sur le Lorrain pendant nos émissions parce qu'il y avait une espèce de polémique un peu stupide. Mais bon, comment on peut laisser une ville toute seule face à cette espèce d'afflux monstrueux? Parce que si on fait un comparatif, Excusez-moi, Attendez. en termes de ressources humaines, vous parlez de la sécurité, vous parlez non, des mais équipes, tous les gens de la investis, structuration, la tous mission. les gens préparants, tous les gens investis. D'accord, le ratio Voilà, personnes parce que impliquées c'est- et événements. Voilà, quand on compare en termes de nombre de personnes circulant dans la ville à des carnavals comme celui de Rio, ici, c'est énorme. C'est-à-dire, on multiplie le nombre de personnes par 150 et on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens. Et au final, tout se passe bien. Oui, Comment on parce peut que, les laisser tout seuls face à cet afflux populaire? alors, ils ne sont pas tout seuls, Eddy. Hein. En termes d'organisation, ils ne sont pas tout seuls. Alors, nous faisons partie avec Olivier de la mission Carnaval. Donc, c'est une mission à laquelle j'adhère depuis des années, qui me passionne. Et je sais quel est le travail, vous avez raison, d'un tout petit groupe. Oui. On ne va pas tous les nommer, mais l'idée par deux personnes, dirigée par deux personnes, et qui font un travail extraordinaire et qui le préparent en fait toute l'année. Il ne faut pas croire que c'est un déploiement au mois de février. C'est préparé du mois de février de l'année dernière ou du mois de mars à maintenant. C'est un travail conséquent. Associatif également, il y a des associations qui soutiennent et qui entourent. Donc déjà, ça donne un petit peu de force, mais je suis bien d'accord que la ressource humaine sur l'organisation est nécessaire. Mais il en est de même pour, tu en parlais, beaucoup d'activités culturelles. Il y a un vrai soutien à l'activité culturelle, au déploiement sur toute l'année et pas uniquement pendant la mission Carnaval. Quand je discute avec justement ces membres de la mission Carnaval, pardonnez-moi de dévoiler nos échanges, mais ils m'expliquent que le Carnaval devrait être toute l'année et pas seulement dans un seul pic parce que on a besoin d'événements festifs, parce qu'on a besoin de pouvoir miser sur ça. Regardez comme le président de l'Association des commerçants de Fort-de-France était ravi. Parce que c'est ça qui motive, c'est ça qui fait que de plus en plus, on a de l'activité, on a de l'attractivité, on a de la destination, et que tous les postes de la mairie de Fort-de-France pourraient peut-être être un jour justifiés. Oui, mais l'idée plus générale, c'est pourquoi un pays, à travers ses élus, ne soutient pas davantage une ville, des villes, il y en a quelques-unes, qui mettent autant d'énergie justement à aider les gens à être un peu plus heureux. C'est pareil pour le Tour des Halles. Mais... C'est pareil pour toutes les grandes manifestations. Nous n'avons pas cette espèce de solidarité. Les types sont obligés d'aller mendier pour avoir un peu de sous pour faire un événement majeur. Eddy, il faut quand même noter que aujourd'hui, la CTM finance, l'Europe aussi, les fonds européens sont sollicités. Je ne sais pas quand est-ce que ces fonds-là seront versés. Merci. Mais merci. en fait, il y a un plan de Dans 3 financement ans. Oui. qui inclut donc l'effort de la collectivité territoriale de la Martinique qui sollicite des fonds européens. Oui, Alors, le problème, c'est cette fameuse... Est-ce que je peux me permettre de répondre? Oui. Parce que non seulement j'ai pas tout mon temps, mais en plus, j'ai besoin du reliquat qu'il me reste. Oui. Et il y a bien sûr il y a le sujet des fonds européens, mais il y a aussi le sujet de la volonté politique. Moi, ce que je vois très précisément,
c'est que si aujourd'hui on veut motiver, pourquoi est-ce qu'on attend toujours sur de l'institutionnel ? Il y a des entreprises, il y a des mécénats, il y a du lobbying qui est possible. Mais je crois vraiment, véritablement, que ce n'est pas au cœur de la volonté électorale des mairies de le faire, parce que ce ne sont pas leurs processus. Et pourtant, il faudrait vraiment qu'elles comprennent que ce sont des nœuds très importants, ce sont des motifs très importants au niveau des votes et au niveau de l'attractivité. Mais je crois qu'ils commencent à s'en rendre compte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils mettent le paquet, notamment à l'approche des élections municipales. Avant, je crois que c'était moins nécessaire. On avait des fiefs électoraux, c'était la tradition, on votait et c'était tout. Maintenant, on a une population qui est de plus en plus exigeante et qui attend du divertissement, qui attend de l'événement et qui a évolué dans ses attentes. Bon, de toute façon, la réflexion est en cours, mais bon, rappelons quand même que la connexion entre un carnaval et des élections municipales, c'est une fois tous les 6 ans. Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, sujet léger, auquel nous avons consacré beaucoup plus de temps que prévu, mais fondamental, puisqu'il s'agit un des piliers de notre culture et de notre histoire. Là, on va faire un peu plus un survol, je peux me permettre, Oui, un peu rapide d'un épisode business sur une thématique qui revient régulièrement, celle de la pérennité des compagnies aériennes caribéennes. Sujet. Nous devions apporter la preuve d'un investisseur concret, quelqu'un qui amenait une offre ferme quant à la reprise de la Seine-Méranti. Il faut savoir que les offres étaient normalement fermées au 16 février, 17h, heure de Paris, ce qui a été le cas, sauf que nous avons reçu cette offre-là très tardivement et donc l'étude n'a pas pu être suffisamment approfondie pour permettre de présenter aujourd'hui au tribunal une offre éclairée. Et donc, nous avons obtenu un renvoi au 5 mars par le juge du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Je disais qu'il y a eu une offre ferme, effectivement, de la part de ce candidat à la reprise des Antilles, sauf qu'il a fallu l'étoffer. Il y a eu des discussions qui ont amené à des modifications ou des améliorations de cette offre-là. Et il y a encore des besoins d'amélioration pour convenir à une reprise qu'on va juger acceptable et validable par le tribunal. Donc c'est pour cela qu'on est renvoyé à la date du 5 mars, qui est une date pas trop proche, mais pas trop éloignée, pour permettre d'apporter une réponse rapide au problème Méranti. Bon, vous allez me dire, c'est la tarte à la crème, mais on a déjà évidemment abordé ce sujet. Air Antilles n'est pas morte pour l'instant. Cette compagnie va probablement être reprise. Je m'avance un peu, mais on va dire que politiquement, ce serait pas très bienvenu que les îles du Nord soient livrées à un monopole. En tout cas, c'est ce que disent les politiciens, les élus de Saint-Martin, et puis de la Guadeloupe également. Nous, on est un peu moins concernés, mais on serait aussi dans une situation de monopole sur les voyages au Nord. José, vous qui avez connu un monopole, je dirais, plutôt bon enfant en matière de radio, puisque vous avez dominé le paysage, ça ferait quoi d'avoir qu'une seule compagnie aérienne sur des trafics qui sont quand même, pour certains, essentiels? Sur le plan médical, par exemple, sur le plan de la santé de manière générale, sur le plan économique, c'est une mauvaise nouvelle? Aucune activité n'est louable si elle est en situation de monopole. Je voudrais apporter une petite rectification sur les médisances qui sont les vôtres en matière de radio. Nous avons toujours eu beaucoup de radios. Nous étions simplement les meilleurs loin devant. Mais il y en avait d'autres. Là, il n'y a pas d'autres compagnies. C'est très différent. Quand une radio n'est pas écoutée, on peut considérer qu'elle n'existe pas. On est bien d'accord. Bon. Et en fait, en réalité, oui, on va se retrouver dans une situation de monopole. Et avec un monopole qui peut-être n'a pas les moyens de couvrir tout le territoire avec autant d'aisance qu'on l'aurait souhaité. Puisque on voit déjà qu'aujourd'hui, avec l'absence de compagnies régionales,
Aller à Sainte-Lucie, c'est un problème. Aller à la Dominique, c'est un problème. Il y a 30 ans, quand je faisais ces îles de manière hebdomadaire, on pouvait prendre un avion pour y aller et toutes ces compagnies ont disparu aujourd'hui. Ouais. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose que les Antilles, cette partie des Antilles-là, en tout cas, se retrouve dans une situation de monopole en matière de transport. Il y a un repreneur qui est un homme d'affaires connu de la place qui se propose de reprendre ça. Je ne pense pas que tout seul... Allons le nommer, parce qu'ici, on est pour la transparence. Il s'appelle Pierre Sainte-Luce. Oui. Et il est propriétaire en Martinique. Il est propriétaire d'un certain nombre d'infrastructures en Martinique. Ouais. Il est dans le monde médical, il est dans l'hôtellerie et il est dans les investissements en règle générale. Et autour de lui, il y a des gens qui sont capables de venir l'épauler s'ils voulaient faire ça. Après, c'est un métier. Le problème de ce métier-là en particulier, quand vous avez un point de vente d'alimentation qui est fermé, un redressement, quand vous le reprenez, vous lavez, vous nettoyez, vous recommencez à mettre les produits en rayon. Là, vous avez des avions qui sont au sol, qui méritent de l'entretien, et vous voyez même quand ils sont entretenus convenablement avec les meilleures compagnies du monde, ça peut faire des ordres un week-end. Ça peut pomper. Oui, un week-end. Donc, en fait, non, il n'est pas souhaitable. Pour répondre à votre question, non, il n'est pas souhaitable que la Caraïbe reste avec un monopole d'une seule compagnie. Et je pense qu'il faut cette compagnie-là, qu'il faut qu'on l'aide à renaître pour pouvoir avoir une concurrence à l'autre compagnie, pour pouvoir desservir au mieux les intérêts des hommes d'affaires qui ont besoin de bouger au quotidien à travers la Caraïbe. Moi, c'est toutes les semaines que j'étais dans un avion, et quand vous n'avez pas la possibilité de passer d'une compagnie à l'autre ou de voyager, ça devient un problème dans le développement du business. Alors, je crois qu'il est salutaire qu'il y ait une association d'investisseurs privés et publics pour permettre à la compagnie de fonctionner. C'est ce qui est en route, non, Eddy? C'est ce qui est en négociation. Voilà. En tout cas, l'autre compagnie s'appelle Air Caraïbes, Oui. rappelons-le. Claude, c'est pas pipé sous ça, parce que chaque fois, allez, ça y est, on remet au pot, parce que là, il y a des dizaines de millions d'euros qui sont partis en fumée. Il a dit 10 millions, bah, exactement. Hein? Il a dit qu'il pourrait apporter 10 millions. Il semblerait qu'il soit accompagné par une compagnie d'origine haïtienne qui s'appelle Sunrise Airways. Exactement. Qui dessert la Guadeloupe et puis des tas de toutes les îles de la Caraïbe, quasiment toutes les îles de la Caraïbe. Voilà. Mais bon, pour combien de temps? 10 millions pour combien de temps? Donc c'est particulier, je veux dire, pour qu'on revienne en parler avant la fin de la saison, au mois de juin. Parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines. Exactement, il en faudrait beaucoup plus. Bon, il y a une volonté. On remarque quand même qu'il n'est pas accompagné, à ma connaissance, par la BPI, par l'État, par je ne sais quoi, par une banque, par un institutionnel. Bah, pour le moment, c'est pas... Voilà. Donc il aurait trouvé des frères haïtiens. Bon... Eh bien, on va voir. Moi, je demande à voir. Voilà ce que je peux dire sur ce dossier à l'heure où on parle. Il faut quand même relever deux choses. C'est d'abord que nous avons les taxes d'aéroport qui sont extrêmement importantes. Ouais. Je rappelle quand même que sur un Fort-de-France, Pointe-à-Pitre aller-retour, j'ai fait une simulation 350 €. Le montant des taxes est de 90 €, donc un quart du tarif, que sur un Fort-de-France-Paris aller-retour, un billet à 800 €, vous avez plus de 320 € de taxes, tout compris, hein, il faut le dire. Donc on a des aéroports qui sont extrêmement chers. Donc il faut savoir que ça ne va pas dans la poche de la compagnie. Or là, on a 110 salariés, on a des avions qui sont au sol, on a un renouvellement de flotte à effectuer, etc. À tout reprendre, on verra. Et puis... Voilà. Vous êtes plutôt pessimiste. Pas très optimiste, oui, c'est vrai. Frédéric, quand est-ce qu'on va comprendre que de toute façon, sur des trajets aussi courts, avec des avions qui ont un niveau de contrôle extrêmement élevé, ça ne peut pas être rentable? Exactement. J'allais dire que l'aérien, surtout sur les courts et moyens courriers, c'est comme l'agriculture, hein, ça n'a aucun intérêt. Enfin, financier, je veux dire. Les marges sont très, très étroites.
on est sur des coûts fixes très élevés, de la maintenance, du leasing, sans parler des frais d'aéroport et des frais de stationnement. Enfin, en fait, tout ça, ça a démarré. Remarquez bien que les compagnies aériennes qui se portent bien sont en général sur des longs courriers et sont subventionnées par l'État. Ouais. Bon. De Qatar Airways à Air France, en passant par les grandes compagnies américaines, remarquez bien qu'il y a bien sûr de l'actionnariat privé, bien évidemment, mais il y a aussi un très fort taux de subventionnement public. Parce que les 3 compagnies qui font l'Atlantique sans compter les accidents, sans compter les assurances, vraiment, c'est très difficile de pouvoir gérer. Alors moi, je me dis, mais je suis plutôt admirative de me dire qu'ils ont tenu jusqu'ici. Parce que depuis les années 90, qu'est-ce qui s'est passé en France, on a fait ce qu'on appelle, j'aime bien ce terme, on a libéralisé l'air. On a fait la libéralisation du ciel. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, c'était que l'État qui avait le droit de voler. Ensuite, rappelez-vous, AOM, ça vous parle, AOM, ces compagnies-là. Et puis, il y a eu Corsair ensuite, et puis il y a eu d'autres compagnies low cost. Minerve, etc. Mais elles sont toutes... voilà, elles ont toutes dit au revoir, elles ont toutes déposé le bilan, parce qu'en fait, ce sont des business models qui, avec l'appui des seuls investissements privés, rament énormément. Et ça pose la question derrière, donc on peut faire l'autopsie. Hein. On peut dire aussi qu'en revanche, elles sont nécessaires. Ils ne sont pas encore morts. Non, non, pas encore. Vous faites l'autopsie non, on peut faire l'autopsie de ces compagnies, des précédentes. Toutes les compagnies qui ont disparu. Non, exactement. Je ne fais pas encore celle d'Air Antilles. Air Martinique, Air Guadeloupe, etc. Bon, l'Aliat, etc. Mais voilà, elles sont pléthores. Bon, quelles raisons déjà, beaucoup de difficultés de financement, beaucoup aussi de barrières à l'entrée, parce qu'il y a des réglementations très lourdes à respecter. Et puis, dans leur raison d'être, en revanche, elles sont indispensables. C'est pour ça qu'elles fleurissent. Air Antilles, c'est indispensable aujourd'hui. Entre la connexion, c'est la continuité familiale. On a on a besoin de communiquer avec la Guadeloupe, etc. Et s'il y a une deuxième, ou Saint-Martin ou autre, et s'il y a une deuxième compagnie telle qu'Air Caraïbes et qu'Air Antilles s'effondre, on va avoir des taux, c'est normal, hein, un monopole d'Air Caraïbes et des taux qui vont flamber, et pas que d'Air Caraïbes, Air France également. Un oligopole, on va dire. Donc, pour aller vite, je crois que là, c'est une décision. C'est une décision étatique de continuité territoriale, tout simplement. Soit, là, franchement, c'est pas mon discours en général de dire l'État. Vous le savez. Oui, vous qui êtes ultra-libéral. Non, c'est pas vrai. Nationaliste. Mais j'ai le droit de vous taquiner un peu. Non, éthique. Mais bon, oui, ça fait partie de nos taquineries mutuelles. Et je ne vais pas énoncer la mienne. Mais en tout cas, on doit être effectivement devant cette réalité économique. On doit se dire, soit on assume de faire de la continuité territoriale, et c'est un bien commun, on va dire que c'est un bien public, comme l'hôpital. C'est tout. Soit on prend le parti de la rentabilité, et là, moi, je ne mettrai pas 1 euro sur ce genre de compagnie. Ouais. Olivier, on aboutit à un choix cornélien. Vous êtes preneur d'une politique, on va dire, de nationalisation du transport aérien dans la Caraïbe, ou en tout cas dans la Caraïbe française, ou bien vous dites non, ça, c'est les affaires du privé. Alors, je tiens à rappeler que ce sujet est le sujet du public. C'est un sujet qui a été choisi par le public. Tout à fait. D'où l'intérêt. Pour vous montrer donc l'importance que ça revêt pour la population. Vu le prix des billets. Et donc, c'est vrai que c'est important pour le business, mais c'est aussi important pour les familles, c'est aussi important pour les échanges sportifs, les échanges culturels. La santé. Pour la santé. Et pour construire cette Caraïbe-là que nous appelons de nos voeux. Et donc, oui, je serais plutôt favorable à une intervention publique massive, d'autant plus que, rappelons-nous que ces 2 compagnies-là, Air Caraïbes et Air Antilles, ont été condamnées pour entente illicite. Tout à fait. Donc, croire que l'existence de 2 compagnies va générer des économies, des billets moins chers, c'est faux. C'est totalement faux. Donc, il faut vraiment que l'État mette son grain de sel dedans et prennent pas l'État et aussi les collectivités locales. Mais on connaît leur État, hein, et on connaît l'État des finances publiques aussi. Malheureusement, c'est peut-être pas le bon moment, mais à terme, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Vous vouliez réagir, José? L'entente illicite est condamnable. J'adore. Oui. Elle a été condamnée. Elles ont été condamnées. C'est vrai. Donc, ça ne peut pas être à nouveau. Alors, vous m'avez tendu la perche. Le mot condamnation va être. Oh là.
va être à nouveau prononcé. Vous attendiez avec beaucoup d'observateurs le délibéré du procès devant un tribunal parisien de Serge Letchimy, de Didier Laguerre, du directeur général des services, l'ex-directeur général des services de la ville de Fort-de-France et de M. Paquit. Il est tombé le 19 février à 13h30 à Paris. Sujet. Le verdict est tombé aujourd'hui à Paris. Serge Letchimy a été reconnu coupable de concussion. Autrement dit, le président du conseil exécutif de la CTM est condamné pour avoir, en tant que responsable public, perçu ou fait percevoir des fonds de manière indue en abusant de l'autorité liée à sa fonction. Le président du conseil exécutif de la CTM est condamné à 18 mois de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Mais dans la foulée du jugement, Serge Letchimy a annoncé qu'il faisait appel de cette décision rendue ce jeudi. En l'absence d'exécution provisoire, cet appel lui permet de conserver son mandat dans l'attente d'un nouveau procès. Dans un communiqué, Serge Letchimy conteste fermement cette décision. Il a été reconnu que les fonds versés par la mairie dans le cadre de cette réintégration l'ont été également conformément à leur destination légale. Il n'y a donc jamais eu de détournement de fonds publics dans cette affaire. Je dénonce avec force cette décision infondée. Il a déclaré devant les juges que de toute façon, en 2026, il ne serait plus un élu de la CTM. Donc tout le monde est un peu figé en attendant une éventuelle décision de démission de Serge Letchimy. Là encore, il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres procès à venir qui intéressent à la fois Didier Laguerre et Serge Letchimy. Donc en 2026, on n'est pas sorti de l'auberge en matière de, je dirais, de risque de carrière politique. De son côté, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, est relaxé dans cette affaire et a notamment réagi par voie de communiqué dans la journée. Il précise qu'aucune infraction ne peut lui être désormais reprochée. Cette décision intervient à 1 mois des élections municipales et permet notamment au maire de Fort-de-France de poursuivre sa campagne électorale plus sereinement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Didier Laguerre et surtout pour ses colistiers, parce que s'il avait été condamné avec exécution provisoire, ce qui était peu probable, et bien sûr, ça aurait été compliqué. Donc là, il va pouvoir entrer pleinement dans sa campagne. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de rumeurs selon lesquelles le parquet va faire appel de la relaxe des 3 autres, entre guillemets, compagnons de Serge Letchimy dans ce procès. Donc, la zone de turbulence est encore vivace. Pendant 3 jours, le tribunal correctionnel de Paris avait examiné l'affaire dite de la retraite illégale. Au cœur du dossier, un montant de 24 000 € versé à Serge Letchimy lors de sa procédure de départ à la retraite de la mairie de Fort-de-France. Le parquet national financier avait requis 2 ans de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Des peines avaient également été demandées contre Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Bunot. Ces 3 derniers sont finalement relaxés. Olivier, ce qui a surpris l'opinion et surtout les observateurs avisés, c'est le fait que Serge Letchimy ait été condamné, mais que ses 3 compagnons d'infortune lors du procès qui a duré 3 jours ont été relaxés. Et Serge Letchimy, dans son communiqué, dit mais il est clairement indiqué dans les attendus du jugement que la décision qui a été prise et les sommes concernées, la décision qui a été prise par Didier Laguerre ne fait pas offense à la loi. Donc, il se pose la question de savoir pourquoi lui est condamné et pas les autres. Vous avez une analyse là-dessus ? Ah oui, j'ai beaucoup d'analyses dessus. D'abord... Juste sur ce point-là, déjà. Sur ce point-là. Donc, M. Serge Letchimy dit qu'il n'y a pas de détournement de fonds. Mais il n'a pas été condamné pour détournement de fonds. Il a été condamné pour concussion. Et concussion, c'est une atteinte à la probité. C'est un délit pénal, comme donc la prise illégale d'intérêt, comme le détournement de fonds. Donc, il essaye de noyer le poisson. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait que lui soit condamné et que les autres ne soient pas condamnés. Ouais. Moi, je pense que c'est lié à la stratégie de défense de Didier Laguerre et de M. Paquit et de M. Bunot. Et ce que moi,
je traduis ça par un lâchage de Serge Letchimy. Très clairement, c'est le premier élément, c'est le premier geste public, si vous voulez, d'émancipation de Didier Laguerre vis-à-vis de Serge Letchimy. Là, il dit, là, Serge, je ne vais pas plonger avec toi, tu vas prendre tes responsabilités, c'est toi qui es responsable de ça, et c'est toute la stratégie de défense des avocats de Didier Laguerre qui ont conduit à cette requalification des faits, de détournement de faits au cours de l'audience, en concussion, où là, c'est Serge Letchimy qui est l'auteur des faits. Ouais. Alors, est-ce que ça, c'est basé sur des faits tangibles et est-ce que la phrase de Serge Letchimy pendant le procès qui dit « Monsieur », parce que j'ai l'impression qu'il avait un peu compris ce que vous êtes en train d'expliquer en disant « Monsieur Laguerre n'est pas mon ami ». Mais c'est clair que là, ils ne sont pas amis. Ils sont très clairement pas amis. Ils ne sont plus amis. Et je trouve que c'est sain que M. Laguerre puisse s'émanciper de l'emprise de M. Letchimy. Il faut rappeler le contexte. Ça se passe en 2016, début 2016, fin 2015. Après la défaite. Et attendez, M. Laguerre a été élu en 2014. Il a été élu porté par Serge Letchimy, très clairement, qui ne pouvait pas se présenter pour cause de cumul de mandats. Et donc, Didier Laguerre était un maire tout frais, quoi. Donc, encore sous l'emprise de son mentor, Serge Letchimy. Et là, cette année, on voit bien qu'il s'est émancipé depuis quelques années, puisqu'il a conçu sa stratégie de défense pour ne pas plonger avec Serge Letchimy, qui devient de plus en plus toxique pour son parti et aussi pour la Martinique. La vache, je suis sûr qu'Olivier aura des coups de fil, de toute façon, dès tout à l'heure. José, on est bien là devant une condamnation qui fait, entre guillemets, tâche par rapport à ce que tout le monde attendait. C'était soit tout le monde, il a dit tout le monde, soit tout le monde pris. Or là, il semblerait qu'il y ait une espèce de volonté de faire la part des choses. Non, je dis bien ce que la plupart des observateurs attendaient, c'était soit une relaxe totale, soit une condamnation globale. Eh ben, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, d'abord, laissez-moi vous dire que je partage complètement le point de vue d'Olivier sur son analyse et je suis en accord avec ça. Sur ça, on a bien compris qu'il y avait un meneur et des suiveurs. Donc, d'habitude, tout le monde prie, un meneur et des suiveurs. Oui, non, sauf qu'on a dû mesurer, probablement par l'attitude du prévenu lors du procès. Quand vous dites « on », ce sont les magistrats. Les magistrats, l'attitude, les réponses, les comportements, la manière d'être, de dire, on voit bien que les autres suivent ce qu'on leur dit de faire. D'ailleurs, il y a un qui a dit au procès, moi, on m'a dit de signer, j'ai tourné ma tête, sinon on m'a dit c'est déjà réglé, de ne pas. On a bien compris. Parce que c'est ultra confidentiel. C'est ultra confidentiel, il ne faut pas que allons dire les choses clairement, José. Oui. Je ne dis pas le nom de personne. Non, mais moi, je vais la dire. Oui. Je vais dire le nom. La personne que vous visez s'appelle Monsieur Yvon Paquette, c'est bien ça? C'est dans la presse, public. Et en fait, je ne suis pas étonné, moi, mais pas du tout, qu'ils aient décidé de sanctionner le donneur d'ordre plutôt que les exécuteurs. Après, c'est la première fois que je vois un prévenu condamné faire des communiqués pour dire ces gens-là à Paris font n'importe quoi, ils m'ont donné des amendes, ils m'ont condamné, alors que moi, j'ai rien fait, j'ai pas détourné d'argent public. Donc en fait, ces avocats, ces juges passent presque pour des idiots à Paris de ne pas comprendre ce qui se passe ici. Enfin, c'est faire injure à la magistrature que de dire on fait un procès qui dure si longtemps avec tant d'avocats déplacés pour des gens qui n'ont rien fait et qu'aujourd'hui de dire je n'ai rien fait, je n'ai pas à être condamné. Mais c'est son droit. Alors, à côté de ça, c'est son droit de contester la décision. Nous regardons ça avec les résultats. À côté de ça, oserais-je vous dire qu'il fera appel ou il a fait appel. Il a fait appel et que ça l'innocente des condamnations reçues. Ouais. Donc, on n'est pas là non plus pour faire le procès à la place de ceux dont c'est le métier. Ouais. Mais pour l'instant, que l'on n'ait pas sanctionné les autres, que le parquet doit faire appel ou a fait appel, je ne sais pas s'ils ont déjà fait appel pour les 3 autres prévenus, ça ne va pas être bon pour eux.
si le parquet fait appel. C'est clair que ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ça ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. Frédéric, rien ne m'étonne. Frédéric, est-ce que vous êtes aussi sévère que vos deux chroniqueurs précédents sur à la fois, évidemment, l'attitude de Serge Letchimy et est-ce que pour vous, c'est le début d'une espèce de chute du personnage? Je suis d'accord sur l'analyse de José et d'Olivier. Je suis d'accord et en même temps, j'attends. Vous savez bien que tout le week-end, j'ai cherché le délibéré précis avec les attendus, les motifs. Je veux avoir la décision pour bien parler. Ce n'est pas un document public. Ce n'est pas un document public, mais bon. À un moment, on peut le recevoir. Oui, sous délai juridique. Avec votre réseau, de toute façon, vous l'aurez. En tout cas, je n'aime pas ne pas avoir les attendus, mais on peut déjà dire de façon assez prudente. On a le droit de commenter une décision de justice. On n'a juste pas le droit de porter atteinte à l'honneur des personnes dont on parle. Ouais. Donc, on a quand même, finalement, pour aller vite, une réaction assez rapide de Serge Letchimy qui est, pour moi, émotionnelle. Plutôt que de la juger, je vais essayer de l'expliquer à mon humble avis, qui est émotionnelle. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis dans le panier alors que les autres ont fait avec moi? Ça, c'est la première réaction. Et puis la deuxième réaction, comment des personnes que j'ai d'une certaine façon faites politiquement peuvent s'en sortir et moi, je reste au fond du panier. Je pense que c'est la réaction d'un battant qui a été peut-être un peu trop à chaud, mais voilà. Donc, vous l'avez dit, hein, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a trop de sujets. Il y a le statut des fonctionnaires, il y a les règles de disponibilité. C'est un procès extraordinaire, hein, enfin techniquement, en droit. Ouais. Hein. Il y a le cumul mandat parlementaire, emploi public, il y a les règles de départ anticipé à la retraite, il y a les dispositifs d'incitation financière au départ. Enfin, ils ne vont pas en rester là. Enfin, je ne sais pas quelle partie va bouger, en tout cas, ou toutes, mais ils ne vont, excepté les relaxés qui sont très soulagés. Il faut qu'ils restent sous le préau. Pour moi, c'est la zone de turbulence. Elle est loin d'être terminée. On a un tunnel face à nous. Mais qu'est-ce que ça augure de quoi? Déjà, on peut se dire qu'on aura des municipales sereines. Des municipales foyalaises beaucoup plus sereines. C'est quand même mieux d'avoir un maire qui ne reçoit pas une exécution provisoire d'emprisonnement. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais attention. Quand il y a relax, cette décision, elle est à triple tranchant. Parce qu'il y a ce qu'on a analysé, mais quand il y a relax, il y a aussi des réactions qui peuvent être celles de pourquoi Letchimy est condamné, pourquoi pas les autres. Il y a des faits de revanche, ce qu'on appelle l'effet de revanche des urnes, qui est aussi possible par la population, qui se dit mais finalement, non, il devait être condamné. Je n'en sais rien. Il y a cet effet qui existe. C'est vrai que la condamnation, la plupart du temps, booste la candidature de ceux qui sont condamnés. Paradoxalement, politiquement, et il faut voir du coup l'effet inverse. Bon. Est-ce que la relax va atténuer les votes? Il ne faut pas se dire que parce que Serge Letchimy a été condamné, il ne faut pas nécessairement... Et je ne prends pas la défense de Serge Letchimy, hein, mais non, pas du tout. Mais ça ne lui ressemble pas. Non, ça ne me ressemble pas. D'un point de vue stratégique, j'essaie de nous positionner, puisque nos téléspectateurs, c'est ce qu'ils attendent de nous. Donc d'un point de vue stratégique, il faut faire attention. Ça peut donner même des regains, on l'a vu déjà en politique. Et je termine juste simplement, Eddy. Ça va défragmenter le parti progressiste martiniquais, qu'il était déjà extrêmement, on l'a expliqué à plusieurs reprises. Et du coup, quid du chef de file, quid du nouveau chef de file, puisque ça va engendrer bien sûr des clans, ça va engendrer des bastions. Et quid du nouveau chef de file, qui sera peut-être Didier Laguerre ou un autre? C'est le président du PPM, Didier Laguerre, il faut quand même le rappeler. Oui. Claude, alors est-ce que vous auriez un conseil à donner à Serge Letchimy? Vous qui prenez du recul, vous qui êtes une sage, quel conseil vous donneriez à Serge Letchimy? Premièrement, permettez-moi de préciser une chose pour nos téléspectateurs. Le délit de concussion s'applique exclusivement à un élu. Et c'est quand un élu fait usage de son pouvoir en tant qu'élu pour obtenir des gains, des avantages. Bon, c'est le délit, c'est ce qu'on lui reproche. Et on lui reproche, quand on lit ce qui a été publié, on lui reproche également d'avoir volontairement demandé sa retraite de manière anticipée. Également, il aurait pu, comme lui ont dit les deux procureurs, attendre 3 ans de plus l'âge légal.
Bon, et c'est pour ça qu'il y a les sommes impliquées, les fameux 3 mois, etc. Alors, ça, c'est le cadre. Donc, vous me demandiez... Quel vous m'avez conseil dit, Parce que là, on a eu une analyse extrêmement sévère. Oui. Vous qui avez Oui. pris du recul par rapport à cette affaire, quel conseil vous donneriez à Alors, Serge Letchimy? vous croyez que Serge Letchimy écoute des conseils? Il n'a Non, pas mais on écouté peut- les conseils de son avocate parce que sinon, il y a des choses qu'il n'aurait pas dites à l'audience. Alors, conseil, je ne me permettrai pas. Ce qu'on peut dire, il rigole tous. Non, mais c'est vrai. Et je lui conseille, je me permets de lui conseiller Allons-y. pour le procès en appel d'avoir l'avocate actuelle qui est une femme très bien, hein, très professionnelle, mais également à côté d'elle un senior qui puisse dire à Letchimy, vous nous laissez faire et nous faisons notre boulot. J'ai un petit conseil, vous nous donnez un conseil, Donc il y a de déjà renforcer celui-là. sa défense, en Renforcer fait. sa défense, il y a déjà celui-là. Alors là, alors aujourd'hui, on est devant quoi? On a eu un homme blessé, on a eu d'ailleurs dans le communiqué que tu as cité de Serge Letchimy, il ne cite jamais le terme de concussion. Il dit j'ai pas été machin, concussion, oui. Et il y a une condamnation. Ouais. Certes, elle est suspendue, mais il est condamné. Bon, alors maintenant, il a dit qu'il allait quitter la politique. Il l'a dit à l'audience et il a même dit en 2026. Il a dit devant les juges. Devant les juges. Et voilà, alors je vais vous dire exactement, parce qu'il ne faut pas qu'on me dise après que j'ai dit des choses, c'était pas ça. Déjà que votre téléphone va exploser tout Ouais, à l'heure. Non, mais il faut reprendre les mots parce que là, c'est trop important. Voilà. Hein, je fais des bêtises. Voilà. Et il a dit qu'il va quitter la politique, etc. À une question d'un des procureurs, je veux donc retrouver ma liberté, je ne serai plus élu en 2026. Je veux donc retrouver ma liberté, j'ai tout donné à la Martinique. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il le dit. Alors, moi, ce que je dis, d'abord, il l'annonce à l'audience. Vous imaginez qu'il va en procès en appel dans un an et qu'il est toujours en poste? Bon, ils vont rigoler, les magistrats. Alors, moi, je crois que, très franchement, l'heure est grave, et pour nous et pour lui, mais d'abord pour lui. Et très sincèrement, je pense qu'effectivement, avec panache, pour une fois qu'un élu ferait ce qu'il a dit. Formidable. Pour une fois qu'il tient parole, qu'un élu tiendrait parole. Moi, je crois qu'il faut qu'il prépare son départ, tout simplement. D'abord, pour qu'il soit plus serein pour préparer sa défense, qu'il profite un peu de sa famille, qu'il dit qu'il regrette qu'il n'a pas pu être urbaniste comme il le voulait, parce qu'il a quitté son métier très tôt. Il ne faut pas non plus oublier que Serge Letchimy est en politique depuis 1992. Quand même, ça fait quand même un paquet d'années. Ça fait 34 ans. 34 ans, exactement. Que donc, à 73 ans, l'âge égal de la retraite, 64, bien, ma foi, 9 ans de plus, c'est pas mal. Et puis, en tant que retraité, il a des indemnités non négligeables, parce qu'il est en retraite de député, de président de région, de président de collectivité, de KSM, de ci, de ça, de ses différents mandats, de maire de Fort-de-France. Quand on cumule, c'est pas négligeable, c'est même très intéressant, et c'est bien au-dessus de la moyenne. Donc, je crois que, franchement, et d'autant plus... Elle fait du coaching Non. de retraités. Et ce, d'autant plus que la CTM, enfin, ce qui serait dramatique, la CTM est dans une situation financière épouvantable. On le sait tous, c'est connu de tous les Martiniquais. On a encore les transporteurs là qui... Oui, je sais, mais je veux m'exprimer. Oui, non, mais vous me donnez on a juste du temps. une On a seconde. du temps. Alors, j'ai presque fini. Ce que je veux dire par là-dessus, c'est que de toute façon, compte tenu du fait de l'ensemble de ces éléments, il serait quand même dommageable. Il y a un certain nombre de procès à venir où il est concerné en tant que témoin assisté ou autre chose. Il y a également cette situation financière qui fait qu'il y a des réflexions qui se font. Est-ce que cette CTM, elle n'aurait pas à subir un contrôle renforcé de l'État, puisque la mise sous tutelle, ça fait peur, c'est pas joli, mais enfin, un contrôle renforcé budgétaire important. Est-ce que ça ne mérite pas quand même une réflexion? Il reste quoi, 22 mois à cette collectivité pour qu'elle y aille? Ah ben oui, ça fait une démission de l'ensemble du conseil exécutif, et puis 22 mois où ils seront accompagnés éventuellement par l'État. Parce que là, on ne peut plus rester en l'État. Et pour lui-même, pour la CTM, je vous rappelle qu'il y a le procès au mois de mai, c'est vous qui l'avez dit, le détournement de fonds. Ça commence, il y a une série là, et donc Mais à chaque fois... Letchimy n'est pas concerné par ce procès. Non, j'ai pas dit concerné. Oui, vous avez raison de le souligner, avant qu'on dise quoi que ce soit. Oui, que vous ayez Bon, dit voilà, que... mais exactement. Mais tout de même, je pense que c'est une réflexion à avoir, et il l'a annoncé. Alors reste à savoir quand,
Nous verrons. Je termine juste. Ça fait 2 fois que vous 15, terminez. Hein, non, Claude. 15 secondes, oui, mais je voudrais parler autant que mes... Non, vous avez parlé beaucoup plus. Là. Je chronomètre, vous avez parlé beaucoup plus. J'ai dit, on fait court, là. Ouais, on fait très court, quand même. Mais à chaque fois, je suis interrompue. Non, on fait court. C'est vrai. Vous vous interrompez vous-même. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a... non, j'ai oublié, c'est pas grave. C'est parti. Petite remarque, Oui, je voulais juste dire que personne n'a intérêt à la démission de Serge Letchimy aujourd'hui. Je sais que tu n'aimes D'accord ? Non, mais il est toxique, c'est vrai, mais il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à la CTM. Personne n'aurait la majorité à la CTM. Et à la limite, si on veut pousser jusqu'au bout, il faut que toute l'Assemblée démissionne et qu'on refasse des élections. Voilà. Alors, juste pour dire que la démocratie martiniquaise sort abîmée de cette affaire-là, très clairement. Je voulais vous citer un chiffre quand même. Aujourd'hui, en France, selon l'étude du CEVIPOF et d'OpinionWay de janvier 2026, 76% des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien. Et vous avez 76% des Français qui perçoivent le personnel politique comme corrompu. Et on peut imaginer, on n'a pas de données locales, mais on peut imaginer que c'est encore plus élevé ici en Martinique, compte tenu du taux d'abstention beaucoup plus élevé en Martinique. Oui, ça c'est un petit message pour Dominique Nicolas qui m'a accusé de faire le show et d'accuser d'avoir pensé que les hommes politiques étaient tous corrompus. Monsieur Nicolas, non, je ne pense pas que les hommes politiques sont tous corrompus. J'ai retrouvé le fil de mes idées, juste pour dire quand même que Serge Letchimy, il a en vue cette fameuse autonomie, c'est son truc, et qu'à Paris, il y a à l'étude un projet de loi organique sur donc une autonomie, un article 73.1, on ne va pas rentrer dans le détail, etc. Et que ce projet de loi organique supposerait qu'a priori, les populations ne soient pas consultées. Et ça, ce n'est pas jouable. Je le redis, on l'a évoqué, et vous verrez que les milieux économiques vont se réveiller là-dessus. Ouais. Il serait temps que les milieux économiques se réveillent, globalement. Sont... très bien. En tout cas, il y a un certain nombre de députés qui ont clairement indiqué que, bien évidemment, notamment Giovanni William, que ça, ce n'est pas possible. Et que le Congrès... aussi. Que le Congrès s'était positionné pour un passage obligatoire par le vote populaire. On espère. Vous avez bien grignoté le temps qui nous était imparti pour les plus et les moins, donc je vais être extrêmement sévère sur ce timing-là. On va commencer par José, les plus et les moins. J'ai que des coups de gueule, mais c'est un seul coup de gueule, en fait. Et malheureusement, Olivier, sans le savoir, l'a dit déjà en partie. Je veux refaire juste une petite parenthèse sur le carnaval. Alors qu'il se déroulait très très bien, alors qu'on a dit tout ce que c'est là, il y a eu des faits de racisme à l'intérieur du carnaval. Tout à fait. Où on a éjecté un caucasien qui voulait danser le damier avec un groupe d'individus. Et il ne faut pas qu'on se mette à faire du racisme à l'envers, à contre-courant. Là, vous faites du politiquement correct, vous dites caucasien. Alors, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un caucasien, c'est un homme de race blanche qui a été, en fait, des gens de race blanche qui ont été éjectés du carnaval parce qu'ils étaient blancs. Parce qu'ils étaient blancs. Et j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas répéter à souhait que ceux qui veulent vivre chez nous doivent s'acclimater de nos us, de nos coutumes, ne pas nous imposer leur culture, leur voile, leur nourriture et que sais-je encore, qu'il faut qu'ils vivent avec nos habitudes. Et quand il y en a un qui veut emboîter le pas à nos coutumes, l'éjecter. Donc, moi, j'avais dit que Césaire n'aurait pas aimé ce que notre pays devient. Très bien, José. Et deux mots. Il a déjà dit, mais je voudrais le repréciser, ce qui se passe judiciairement dans le pays, dans ce qui vient de se passer, dans ce qui arrive par le SMDVD, il n'aime pas qu'on le dise, on le redit, dans tout ça, abîme le pays Martinique. C'est pas joli, on n'a pas besoin d'être comme les autres, on peut faire l'effort d'être mieux qu'ailleurs. Voilà. Les autres. De toute façon, vous ne serez pas privé de procès. D'ailleurs, il y en a un paquet qui se profile à l'horizon. Et quand je dis l'horizon, c'est le mois de mai, donc dans pas longtemps. Frédéric. On aura de quoi se régaler. Exactement.
Allons-y pour Alors, les plus sérieux. vu l'actualité, j'ai décidé de faire des plus, pour être légère. Oui, j'ai décidé d'alléger un petit peu l'atmosphère. Allons En faire parlant vite. de la réouverture du centre d'imagerie Calmette. Donc le centre, il faut le dire, on est content. Il est désormais dirigé par le docteur Célia Tutle, radiologue martiniquaise et spécialisée en radiologie générale et en neuroradiologie. Le centre, d'imagerie médicale de Montgérald. Oui. Pardonnez-moi. Pas Calmette. Pardonnez-moi. Oui, parce qu'il y a notre trésorier juste là. Non, c'est pas Calmette. Calmette. Et Christian nous a demandé de relayer l'information. C'est Oui. une excellente nouvelle. Et j'étais tellement sur Calmette. Pardonnez-moi. Centre d'imagerie médicale de Montgérald. Et puis toujours pour rester sur une tonalité positive, je ne sais pas s'il y a des images. Je voulais parler du groupe, justement, dans le cadre de la mission Carnaval, de ce bel événement, le groupe Les Drôles de Dames, créé il y a 11 ans par Pascal Prudent. Mais cette année encore, le public lui a décerné les étoiles Carnaval du Mardi Gras. Plus de 40 participantes réunies à l'occasion du Carnaval. C'était, voilà, on les voit. C'est un moment convivial pour valoriser l'engagement du groupe dans le patrimoine local. Félicitations à elle. Voilà. Très bien, Frédéric. Ça nous rassure des plus comme ça. Mais Et oui. ça nous enchante. Mais oui. Olivier, Oui, donc j'ai des plus donc concernant le carnaval, donc la valorisation du carnaval par la mission Carnaval et la mairie de Fort-de-France. Donc avec Ils vont une finir par équipe, vous embaucher, faites attention, hein. des poteaux C'est déjà mitants. Non, fait. mais je voudrais mettre un coup de projecteur sur les poteaux mitants. Ouais. C'est une équipe donc de salariés de la mairie de Fort-de-France qui régule les flux des vidés et des chars pendant le carnaval. Donc ils travaillent pendant le carnaval. Je voudrais aussi donc valoriser donc tous les espaces de valorisation, les étoiles photos, les étoiles vidées, qui valorisent donc les acteurs du carnaval, donc les groupes déguisement, les groupes musique, mais aussi les photographes qui participent à la valorisation du carnaval. Et puis avec une opération aussi de géolocalisation des acteurs qui permet aux vidéeurs, aux carnavaliers de trouver leurs vidées rapidement sur le circuit, voilà. Et puis, un moins, c'est la situation du spectacle vivant en Martinique qui souffre d'une carence de financement non seulement de la CTM, parce qu'à ce jour, en 2026, ils n'ont pas reçu les notifications de 2025. Donc pour des projets qu'ils devaient financer en 2025. Donc ils sont dans une situation vraiment très très critique et ils subissent aussi la décentralisation des services culturels du ministère de l'Outre-mer. Ils n'arrivent pas à mobiliser les fonds des ministères de l'Outre-mer à partir de la Martinique. Comme quoi c'est plus facile d'être à Paris pour mobiliser les fonds du ministère de l'Outre-mer qu'en Martinique. Et donc, ça crée des tensions, une absence de créativité, quoi. Bon, le secteur du spectacle vivant professionnel en Martinique souffre beaucoup de ces carences de financement public. depuis plusieurs années d'ailleurs. On termine avec Claude. Oui, merci de ne pas m'interrompre par avance, parce que je n'ai pas de notes, pour ne pas que je perde le fil de ce que je dois dire. Voilà, alors, je rigole, mais voilà, merci beaucoup, Eddy. Alors, bon, merci Je pour ferai le petit preuve de plus pour le mansuétude. groupe Drôle de Dame, puisque ce groupe de ma cousine Pascal Prudent, j'ai démarré avec elle jusqu'à ce que j'ai eu mon petit souci de santé, et elles étaient magnifiques, effectivement, dimanche gras et mardi gras. Merci pour elles. Alors, moi, deux plus. Alors, le premier, c'est le club Rotary de Fort-de-France qui a réussi à distribuer dimanche gras plus d'une centaine, 130 exactement, protecteurs pour protéger les oreilles des enfants. Voilà, donc voilà, il y a les photos qui défilent. Et ça s'est très bien passé, les parents étaient ravis et annonçaient que l'année prochaine, c'était avec un partenaire Afflelou, et annonçaient que l'année prochaine, ce sera un événement, on aura beaucoup plus d'écouteurs. Voilà, et c'était très bien de l'avoir fait. Deuxième plus, alors c'est pour Tambou Bocanal. Parce que vraiment, c'est un groupe, moi j'y étais, au cœur de Tambou, le vidé, je vous l'ai dit. Ensuite, j'étais avec eux le mardi et le mercredi. Ils sont remarquables, j'aime beaucoup leurs valeurs, les costumes sont magnifiques. Ils sont exceptionnels, le président, M. Masselet, est formidable, tout l'ensemble. C'est cette notion de transmission qui est très importante chez elle. Vous voyez ce monsieur-là, métropolitain David Baès, c'est le directeur territorial de France Travail. D'accord ? Et c'est lui qui a la grosse caisse.
aussi, et qui s'est intégré au groupe depuis 3 ans qu'il est là, mais pas que, et il vient tous les samedis, etc. Donc c'est ce coup de cœur pour Tambo Bocanal, et qui continue, et je les embrasse très fort. Merci Claude. Bon, moi je me ramène avec 2 plus. Non. Oui, allez, vous allez voir, vous allez adorer. Il y a un monsieur qui est mon voisin, un monsieur âgé, et qui me dit, c'est mes scientipales, parce que je toujours qu'à tirer en l'air les services hospitaliers. Moi, passé 8 jours, service gériatrique de l'hôpital de Trinité, il avait un problème cardiaque, mais il n'y avait pas de place, tout ça. Nickel, donc félicitations au service. Alors moi, j'en parle encore plus puisque je suis concerné, service gériatrique de l'hôpital de Trinité et service cardiologie de l'hôpital de Trinité. Il dit, mais ça propre, ça belle. Incroyable, hein? Bon, bravo. Et puis, deuxième plus, il y a des gens qui se posent la question de savoir si, effectivement, quand nous dénonçons sur ce plateau un certain nombre de choses inacceptables, est-ce que ça avance? Est-ce que la police fait son boulot? Alors, l'enquête policière a commencé sur le foyer de l'Espérance. Alors moi, je dis aux gens qui sont dirigeants du foyer de l'Espérance, les mecs et les nanas, il va falloir vraiment préparer ça parce que les types sont déterminés cette fois-là. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme. En 2023, bon, on avait mis les tout forts, mais là, c'est mal barré parce que les enquêteurs... Et puis, féliciter le procureur de la République qui a... On sent que ça a changé. Hein. Ce nouveau proc-là, ça ne joue pas. Et Madame Talibardol qui a fait l'article 40, qui a permis le signalement, etc., etc. Donc, c'est très bien et ça prouve que on ne fait pas tout ça pour rien. Et je pense aux gosses qui se sont fait violer pendant des années. Il va falloir que ça s'arrête. Et dont certains se sont suicidés. Beaucoup de suicides. Bon, tout ça est bien et j'espère qu'avec moi, vous allez... Je sais que José, déjà de la partie, ça va taper du poing sur la table parce que, tenez-vous bien, un policier me dit, j'ai l'impression que c'est partout, dans tous les foyers. Quelle horreur. C'est l'horreur. Bon, très bien. On va quand même garder un beau souvenir de cette émission. Enfin, pas tous ceux qui l'ont regardé. On embrasse Biggie, notre vache. On va en parler la semaine prochaine, voilà. je pense. Bon, très bien. Merci Claude. Merci José. Merci Olivier. Merci Frédéric. Merci aux équipes. Et on sait que vous avez passé la soirée avec nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.